comme la dernière fois, notre thème reste la RDC qui est victime de ses ressources naturelles. Chers auditeurs, internautes et lecteurs de iWeb Radio, bonjour et bienvenue dans ce numéro de La Relève. Alors, il y a un auteur du nom de Edley Bill qui dit ceci. Les États qui composent notre société n'ont ni amis, ni ennemis, seulement les intérêts égoïstes qui les séparent ou les réunissent. Je prends maintenant les écoles de la géopolitique. Je prends une école qu'on appelle l'école britannique. Dans l'école britannique, il dit ceci. C'est lui qui contrôle les heartlands, contrôle le monde. Cela veut dire c'est lui qui contrôle les cœurs du monde, contrôle le monde. Lorsqu'on parle des cœurs du monde, on voit là où il y a des ressources naturelles, là où il y a des trafics, des commerces mondiaux. Et nous prenons encore notre deuxième école, c'est l'école américaine. Et il dit ceci. C'est lui qui contrôle les Rim-Land, contrôle le monde. Lorsqu'on parle des Rim-Land, on parle de la mer littorale, des trafics maritimes. Là où on peut faire des transits, des ressources naturelles, des commerces, tout ça. Pourquoi j'ai évoqué cela? Juste pour nous conscientiser sur les enjeux de la puissance du XXIe siècle. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce que nous appelons aujourd'hui la mondialisation. Et dans la mondialisation, aujourd'hui, il faut participer. Pour participer, il faut produire. Il faut produire. Et aujourd'hui, tous les États se donnent un défi, c'est de la puissance ou de l'hégémonie. Et ces défis-là mettent à mal beaucoup des États qui se sentent faibles ou qui se trouvent faibles aujourd'hui. Cas de la RDC. Vous allez observer les nouveaux défis et enjeux du XXIe siècle se rapportent essentiellement sur les ressources naturelles. Aujourd'hui, avec vous, nous observons qu'il y a ce qu'on appelle l'innovation des voitures électriques. Alors, pour fabriquer les voitures électriques, nous avons besoin de ressources naturelles qui se trouvent précisément au Congo en grande quantité. Qu'est-ce que nous Congolais, nous faisons aujourd'hui pour que nous subissions plis? C'est que nous avons eu à subir dans l'époque. Quelle stratégie que nous mettons aujourd'hui en place pour soit collaborer avec les entreprises multinationales, soit avec les États dits puissants, pour ne pas subir aujourd'hui. Sinon, ils viendront toujours nous envahir et ils viendront toujours nous piller et créer des massacres ici pour avoir ces ressources-là. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la guerre de l'eau qui se propage à l'horizon. Peut-être beaucoup de Congolais ne savent pas. Il y a ce qu'on appelle la guerre de l'eau. Récemment, s'il y a un président africain, paix à son âme, Idriss Déby, il a voulu prendre l'eau des fleuves Congo, en passant par les fleuves Bangui jusqu'au Tchad. Il disait ceci, que la RDC nous donne de l'eau. Et s'ils ne veulent pas de gré ou de force, nous allons prendre cette eau-là. Ce sont des menaces. Et puis, notre ressource naturelle qui est l'eau est mise en danger aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous allez constater que la RDC aujourd'hui, je pense, est deuxième pays en ressources hydrauliques mondiales même. Et beaucoup de pays aujourd'hui souffrent de ce que nous appelons les ressources hydrauliques. Beaucoup de pays en manquent aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour qu'un jour, nous venons en aide à ces pays-là? Pour que nous ne tombions plus dans des pièges. Que les gens viennent nous piller, viennent nous massacrer pour nous prendre de l'eau par la force. Que ces gens-là viennent encore utiliser soit les Rwanda, soit Congo, Brazzaville, soit l'Angola pour prendre notre ressource hydraulique aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Quelle stratégie que nous mettons aujourd'hui? Nous demandons à tous les élites dirigeantes de penser à ces deux grandes questions aujourd'hui qui vont nous mettre en mal dans des décennies à venir pour notre pays. Sinon, nous allons continuer à pernicher. Non, les Rwandais nous attaquent. Non, on nous a agressés. Non, nous sommes victimes. Alors, c'est le moment maintenant de réfléchir pour mettre des stratégies en place et protéger nos ressources et les partager d'une façon équitable avec tous ces États qui en manquent. Et nous aussi, nous tirons bénéfice de cela. S'il y a une personne qui peut continuer d'avancer. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je
j'ai fort trop apprécié l'argumentaire de mon cher collègue, mais je voudrais beaucoup plus, moi, essayer de balayer un peu le chemin en ce qui concerne la compréhension quant à la thématique pour pouvoir un peu rentrer dedans. D'ailleurs, je ne voudrais pas ici, aujourd'hui, éventrer le boa, mais quant à ma personne, je voudrais bien éventrer le gecko, car il constitue normalement pour moi un poison. Alors, ce qu'il faut d'abord établir de la thématique ou du thème en question, c'est que je voudrais rappeler d'abord ici que c'est depuis la fin des années 90 que des études ont eu à corroborer que le rapport conflictuel entre la République démocratique du Congo et les États voisins de la sous-région des Grands Lacs, plus précisément, n'était au beau fixe. Et ces conflits sont de nature politique, militaire, ainsi que diplomatique. Et aller au-delà encore, s'il ne faut pas exagérer dans les termes, je dirais tout simplement que ces conflits ont une seule et la principale, d'ailleurs, même cause. Ce que nous savons tous ici, c'est l'accès aux ressources naturelles de la RDC. Mais quant aux ressources, je voudrais aussi ici marteler là-dessus qu'il s'agit de beaucoup plus. Quand on parle de ressources naturelles, nous en possédons. D'ailleurs, c'est une myriade. Mais quelle est la politique de notre État en tant qu'acteur dans le jeu de relations internationales? Parce que normalement, un État, surtout autrefois, je l'avais dit ici, au travers d'une théorie, la théorie de l'envoûtement et des envoûtements, lorsque l'on n'est pas en mesure de pouvoir maîtriser l'élément structurel même en ce qui concerne ou qui définit la puissance d'un État, c'est aussi la maîtrise de ce que l'on entend par les ressources naturelles. Et par ailleurs, il faut encore dire que c'est même depuis la conférence de Berlin. Depuis cette conférence, 85, et en passant par l'instauration de l'EIC, c'est dire l'État indépendant du Congo, et par les rois belges, et les autres fois, et surtout avec des différentes guerres qui ont eu lieu, ces mouvements-là, ou la théâtralisation, et que dans cette optique, on voit même la mainmise, non seulement des États qui sont limitrophes, mais encore la main invisible de l'Occident. Donc, en quelque sorte, l'État doit prendre ses responsabilités et que les ressources naturelles qui est au cœur même de ce que moi, je dirais, les conflits éternels. Parce que ce qui se vit actuellement, même dans notre partie est de la République démocratique du Congo, je dirais que ça date de longtemps, ce n'est pas de maintenant. Mais que fait les politiques? Ceux qui nous gèrent doivent comprendre que cela relève de l'histoire et que nous devrons rentrer et mettre sur la table ce qui constitue l'épine dorsale. Alors, c'est pour cette raison, vous verrez, il y a de groupuscules de bandits armés. En l'occurrence, je prends le M23 et sans pour autant le vanter ici. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous parlons de l'agression. Et les États qui nous entourent, qui sont limitrophes, ont dans leur politique étrangère, d'ailleurs, je marie et je pousse d'ailleurs ce que vous avez dit quant à la théorie de Mackinder, qui m'a fortement inspiré. Et je me rappelle d'ailleurs de mon professeur qui m'a enseigné cela à l'UPenn, qui dit l'État, dans sa mission normalement, et surtout dans la politique étrangère, doit aller chercher l'espace vital au-delà de ses frontières. C'est d'ailleurs même ce que nous devrons comprendre et maîtriser de ce que l'on appelle la politique étrangère d'un État. Parce que la politique étrangère n'est rien d'autre que ce que l'on appelle le mode d'action d'un État. Les ententes, les institutions, ainsi que de programmes. Mais est-ce que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, peut se donner le luxe de dire que j'ai une bonne politique étrangère, sans pour autant ignorer notre pays, qui a été doté d'ailleurs de plusieurs ressources naturelles. Parce que Dieu, lorsque Dieu, je vais un peu plaisanter, mais je ne vais pas blesser les uns et les autres qui sont chrétiens. Je dirais, quand Dieu avait dans son schéma, lorsqu'il était en train de distribuer ses ressources, il avait fait le tour du monde. Et pour se dire, chaque pays, je veux donner aux moyens
quelques ressources naturelles, mais à la République démocratique du Congo, je dois y déverser une myriade. Et il faut comprendre qu'à partir de cette politique de Dieu, ça nous a créé ce qu'on appelle la malédiction. Donc aujourd'hui, nos ressources naturelles constituent une malédiction pour la République démocratique du Congo. Donc, nous en possédons, oui, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec ces ressources naturelles? Est-ce que l'État a une politique? Avons-nous mis une politique, et je dirais d'ailleurs dans l'industrialisation de nos ressources qui ne sont là? Tout dépend de l'extérieur. S'il faut fixer le prix, il faut aller au-delà, d'outre-mer. Et c'est l'Occident, et ce sont les États étrangers qui ne pensent qu'à leur survie. Alors, raison pour laquelle nous avons ces genres d'instrumentalisation, ces genres de théâtralisation à l'est de la République démocratique du Congo, parce que nous, je ne dirais pas que nous sommes faibles, nous n'avons pas ce qu'on appelle la conscience. Ce que moi, je voudrais beaucoup plus ici proposer, c'est que nous devons prendre conscience, et la population doit prendre aussi conscience de ce que c'est l'importantissime de ressources naturelles que nous avons. Et qu'est-ce que nous en faisons? Voilà un peu la petite contribution que j'avais quant à la théorie qui m'a fortement inspiré. Et je vais proposer une théorie encore, c'est la théorie de la dipyronisation. Parce que l'État congolais, moi je trouve que l'État ou la République démocratique du Congo est grabataire depuis très longtemps. Il souffre. Il faudrait maintenant un médecin. Ces médecins, c'est nous. Nous qui sommes les élites. Et d'ailleurs, je me rappelle de mon professeur, Alphonse Makengonkout, qui disait, vous, aujourd'hui, je vous enseigne, mais vous serez de médecins, des infirmiers de la nation, de la sociétas. Qu'est-ce que nous sommes en train de proposer? C'est pourquoi, d'ailleurs, moi, j'apprécie ces cadres par excellence. Essayons de le pays et de pouvoir prendre d'abord conscience, la conscience collective, qui feront de nous un État puissant au cœur de l'Afrique. Nous devrons contrôler et même la région et la sous-région. Pourquoi pas penser à la puissance mondiale? Voilà un peu ma petite contribution. Honorable, moi j'ai d'abord une question. Après, je vais mettre un point de vue par rapport à la thématique aussi importante. Est-ce que mettre les ressources naturelles de la RDC à la portée de tout le monde garantirait la RDC de mettre fin aux conflits armés qui demeurent à l'est de la République démocratique du Congo? Et la RDC, je crois qu'elle ne sera plus victime si on mettrait nos ressources naturelles à la portée de tout le monde. L'inverse de la question serait de savoir est-ce que nous pourrions vivre en autarcie en ayant un marché intérieur qui peut tout absorber, qui peut absorber l'offre, qui peut faire coïncider comme un peu en Chine. Leur marché intérieur leur permet de développer leur pays. La Chine peut vivre sans exporter. Elle peut vivre en autarcie parce qu'elle a un marché de plus d'1 milliard d'habitants et une capacité de production capable ou susceptible de rencontrer les besoins de ces 1 milliard. Alors nous sommes dans une situation plus ou moins inverse. Nous avons plus de 106 millions d'habitants et ne serait-ce que le minima, c'est-à-dire les nourrir, nous n'avons pas une offre conséquente pour nourrir nos propres habitants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les biens de consommation, en tout cas dans le domaine de l'alimentation, nous importons à peu près 80%. Je parle des produits dérivés, je ne parle pas des bitikoutikou, du pundou, mais je suis en train de vous parler de l'huile, même des tomates concentrées, des féculents comme le riz, les pâtes, le maïs. D'ailleurs, il y a une crise de maïs actuellement. Donc la base, c'est celle-là, c'est-à-dire qu'un peuple peut commencer à réfléchir et à philosopher lorsque le matin, il a pris son déjeuner sans se poser beaucoup de questions. La question du déjeuner doit être une question de choix, pas de possibilité. Si les gens ne déjeunent pas, c'est simplement parce qu'on devrait être dans une situation où la personne n'a pas déjeuné parce qu'elle n'avait pas le temps. Ou elle n'a pas déjeuné parce qu'elle ne savait pas quoi manger. Et nous sommes encore à un niveau de savoir si demain il y aura du pain pour tout le monde. Et lorsque les gens ne mangent pas, généralement, c'est parce qu'ils ne peuvent pas s'offrir un déjeuner le matin. Donc, je crois qu'il faut y aller par palier. Et en ce qui concerne les ressources naturelles, j'ai toujours été dubitatif parce qu'en réalité, d'abord, elles ne sont pas quantifiées. On découvrira toujours des gisements, mais aussi elles ne sont pas renouvelables.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont des stocks enfouis dans notre sous-sol. Et ce sont des stocks que nous consommons. Nous les consommons en laissant des gros groupes miniers qui ont beaucoup plus de moyens que nous à venir explorer, exploiter, exporter. Le drame, c'est qu'on nous vole beaucoup aussi. Parce que nous n'avons ni la technologie, ni des outillages, ni la machinerie pour certifier. Et encore moins la machinerie pour travailler nous-mêmes. Vous imaginez un peu si c'était la Gécamine elle-même la Gécamine et quelques autres sociétés congolaises qui exploitaient nos propres minerais, nous serions encore un peu plus loin. Parce que là, vous avez des grands groupes comme Glencore et tout ça, qui ont des capitaux très très importants qui leur permettent d'avoir les technologies de dernier cri et nous ne maîtrisons pas cela. Donc, nous nous contentons de prendre ce qu'ils mettent sur leur déclaration. Et d'ailleurs, pour votre information, cette année, nous avons créé ce qu'on appelle un impôt exceptionnel. Je crois que Glencore va nous payer quelque chose comme 200 millions. Parce qu'on a remarqué effectivement que dans l'exploitation, les choses sont généralement minorées. Et que comme les évaluations et les teneurs sont mesurées de manière approximative, on a vu qu'avec les cours et ce qui a été réellement extrait, que Glencore et tous ces groupes-là devaient davantage nous payer. Donc, s'ils acceptent de nous payer 200 millions en plus, vous imaginez combien ils ont gagné. Donc, les ressources naturelles doivent entrer dans le cadre d'une planification stratégique qui tiendra compte du fait que, nous devons créer de la valeur ajoutée, c'est-à-dire investir au maximum dans l'intelligence et dans la machinerie pour que nous soyons capables de produire nous-mêmes avoir des produits finis. Au lieu de sortir 10 grammes de coltan, qu'on puisse sortir par exemple les puces, les nano-puces, ainsi de suite, que nous allons travailler nous-mêmes, que nous allons peut-être fournir à ceux qui fabriquent des téléphones. Nous devons être en mesure ici de fournir des composantes. La deuxième des choses, on doit avoir de la projection. En ce qui concerne le lithium, il y a le Conseil des batteries qui a été créé parce qu'au fait, on a remarqué des gisements importants au Congo, dans le Katanga et en Zambie. C'est comme cela que la Zambie et le Congo ont signé un accord pour la création des chaînes de valeur autour du lithium. Comme vous le savez, en 2035, dans l'Europe, il n'y aura plus de moteurs à combustion, donc ils vont se ruer tous vers des moteurs électriques qui vont demander effectivement une grosse quantité de lithium pour rencontrer les besoins de l'Occident. Et nous devrions maintenant, comme nous avons le FOMIN, c'est ce que j'ai suggéré d'ailleurs, commencer à investir, renforcer l'INPP et toute l'ingénierie qui nous permettrait de fournir des batteries prêtes à l'emploi. Ça veut dire que les constructeurs, BMW, Porsche, Mazda, ou tous ceux qui seront astreints à produire des véhicules électriques, qu'ils puissent savoir qu'ils auront des batteries finies qu'ils peuvent commander au Congo et non du lithium qu'ils vont importer pour fabriquer des batteries. C'est ça le challenge, c'est ça le défi. Parce que comme je vous le dis, dans 10, 15, 20 ans, nous allons continuer à nous appauvrir si nous ne mettons pas de l'intelligence, de la valeur ajoutée et aussi si on ne tient pas compte des conséquences de l'exploitation des mines. Vous savez, il y a beaucoup de radioactivité, beaucoup de malformations congénitales et donc ce n'est pas sans conséquence l'exploitation anarchique. Même nos enfants qui traînent dans les mines et tout ça, ce n'est pas sans conséquence. Donc avec le FOMIN, j'ai eu une discussion avec son DG. Il est vraiment question que dans la formation, dans l'ingénierie, dans l'intelligence, on puisse mettre les moyens conséquents pour nous permettre de jouir pleinement de notre potentiel et nous amener, si vous voulez, à livrer au monde ou à exporter le dernier produit fini qui est lié à aux matières premières que nous avons. Pour l'industrie des téléphones, c'est le coltan. Pour les batteries, c'est le lithium. Mais nous avons des minerais en quantité industrielle et très, très variée. Mais il faut une école de géologie, il y a beaucoup de choses. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, au Bas-Congo, il y a de l'or, il y a du diamant, il y a du bauxite. Mais vous allez remarquer que les gens le font de manière artisanale. Il n'y a même pas un laboratoire qui peut certifier ou quantifier la qualité des matières premières qu'il y a là-bas. Partout, vous voyez du sol rouge. Là, généralement, en dessous, il y a du cuivre. Mais il n'y a pas d'études. Il n'y a rien. Mais quand vous allez au CAMI, vous aurez la carte. Il y a une carte comme ça des minerais où vous avez une indication. Mais ce ne sont que des indications. Parce que déjà, les études vous coûtent des millions de dollars.
Et le vrai problème que nous avons, c'est celui-là. C'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui va continuer à faire des études. Si les particuliers ont des moyens, ils peuvent venir faire des études. Or, les groupes internationaux ont des moyens. Ils peuvent mettre 20 millions, 50 millions dans les études. Mais quel est le groupe congolais qui va mettre 50 millions pour faire d'abord l'étude? Ce n'est même pas l'exploitation. Parce que vous pouvez faire une étude et finalement, vous constatez qu'il n'y a pas grand-chose. Cet argent-là est perdu. Donc, c'est comme cela qu'aujourd'hui, notre secteur est toujours tenu par les étrangers. Donc, pour vous répondre, des possibilités, il y en a. Mais comme je dis, il faut investir dans l'intelligence, c'est le plus important. Cet exercice de réflexion et tant d'autres que vous pourriez avoir entre vous, au lieu de parler souvent du Padre, et puis de Fali, et puis de JB, et puis avoir des discussions politiques stériles, il est peut-être temps, comme disent les amis aussi, que chaque Congolais soit conscientisé. Et nous sommes quand même un pays bizarre, parce que vous savez que nous n'avons pas l'impôt sur les revenus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des millionnaires qui ne sont pas imposés. Dans quel pays développé vous avez vu quelqu'un qui a ses millions et qui ne paye rien à l'État? Je parle de l'impôt sur les impôts sur les personnes physiques, l'impôt sur le revenu. Imaginez-vous que tous les Congolais payent leurs impôts aujourd'hui. Qu'ils fassent des déclarations d'impôts, ils payent. Le budget que vous voyez, il va tripler. On est à la recherche de la puissance, mais ça demande aussi que nous ayons, si vous voulez, une forme de solidarité et de responsabilité. Nous devons devenir des responsables. Ça veut dire que les Congolais sont habitués à prier, ce qui n'est pas mauvais. Il y a beaucoup plus d'églises que d'entreprises. Et des fois, ils donnent l'impression à Dieu que tout ce qu'il a mis ici ne sert à rien. Il faut que Dieu vienne encore faire autre chose. Alors que finalement, il y a des pays comme l'Égypte et même les grandes puissances. Le Japon n'a rien dans son sous-sol, mais c'est une puissance économique pas des moindres. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. Après, bon, s'il y a quelqu'un qui veut réagir. Moi, je veux réagir par rapport à ce que vous avez dit. Ici, nous, au Congo, moi, je remarque bien que ce sont les autorités qui détruisent un peu le pays. Pourquoi? Il y a une personne qui publie, au fait, sa vidéo qui n'a rien à voir avec le développement. Ce sont toutes les autorités qui parlent chez la personne pour le propulser d'une manière, je ne sais pas moi comment. Pendant qu'il y a des jeunes qui ont des projets concernant ce que vous venez de dire, l'ingénierie, la technologie, le numérique, tout ça. Non, pourquoi le politicien n'investisse pas vraiment sur les intellects? Moi, je me pose cette question souvent. Parce qu'il y a un petit qui était passé ici, je sais pas, sur la voiture d'une personne, je sais pas moi où, et il était accueilli comme un roi. Pendant qu'il y a nos jeunes que je vois qui font des voitures, des petits trucs là. Donc, ils sont petits, mais on sent vraiment qu'il y a un bagage, c'est un génie. Même un grand étudiant de la Polytechnique ne peut pas le faire, mais lui, dans nos quartiers, il y a ce genre de garçons. Mais comment est-ce que, lorsque ces gens-là partent au bureau des politiciens, ils ne sont jamais reçus? Même s'ils publient sur Facebook, ils sont comme s'ils n'existaient pas. Mais quand il s'agit de bêtises, au fait, ce qui n'a rien à voir pour le développement du pays, c'est les politiciens qui partent soutenir ce genre de choses. Moi, vraiment, je suis toujours déçue. Parce que moi, souvent, je marche avec mes projets. Tu peux écrire à une autorité. Donc, toi-même, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai écrit de mal pour que cette personne ne me réponde pas? Mais c'est un rapport avec le développement du pays. Mais lorsque c'est de n'importe quoi, des personnes qui dansent sur TikTok, des personnes qui font rire, qui disent seulement tel honorable, on sent, oh, il a donné quelque chose. On appelle ça comment? Epakolami. Tu vois. Donc, pendant qu'il y a des jeunes qui peuvent bien faire développer les pays, au lieu de faire des choses pour que oye banane. Moi, je suis vraiment tellement dessus de ça. Vous, en tant qu'autorité, qu'est-ce que vous sentez au fait? Déjà, moi, je vais dire que moi, je ne suis pas une autorité. Autorité, vous êtes un DG d'une société ailleurs. Non, ça, c'est le secteur privé. Les autorités, on les trouve dans l'exécutif. C'est-à-dire, c'est celui qui a le pouvoir décisionnel d'engager l'État. Nous sommes des législateurs et nous contrôlons. Le terme autorité est inapproprié. Je parlerai plutôt de représentants de l'échantillonnage de la population. Les 500 députés que vous voyez représentent la population dans sa diversité. Chacun est venu au Parlement par une catégorie de la population.
Il peut y avoir des comédiens au Parlement, il peut y avoir des musiciens au Parlement, il peut y avoir des X ou Y, des intellectuels et tout ça. Mais tout ça, ça reflète notre société. D'accord? Donc, quand vous voyez tout ce qui se passe au Parlement et ce que vous n'aimez pas, autant ce que vous aimez, c'est ce qui se passe dans la société. Maintenant, je l'ai souvent dit quand on discute ici, il ne faut pas stigmatiser les politiciens. Il faut vous poser une question qui est simple. Nous sommes autour de la table. Si l'un d'entre vous vous dit, écoutez, j'ai une idée, allez, prenons un exemple banal, j'aimerais qu'on fasse une boutique. Avec un capital de 1 000 $, ça pourrait aller. Voilà les calculs que j'ai faits, garantie locative, voilà ce qu'on va acheter, mais la rentabilité, chaque mois, avec les charges, on peut gagner 100 $. Vous êtes à 10 et faites la proposition à chacun de mettre 100 $ pour cette société. Quand des bois ba jeune boy. Tant on peut ça comme Congo, vous faites tourner comme ça. C'est-à-dire, nous sommes déjà incapables de fédérer pour des petits projets. Moi, j'ai vu au Nigeria les gens le faire, mais vous allez voir 2, 3 jeunes qui travaillent sur un projet qui n'ont pas d'argent. Et lorsque quelqu'un qui vient pour le financer constate déjà qu'il y a une organisation, ça veut dire que ce n'est pas des gens de la même famille, mais qui mettent leur intelligence ensemble, qui mettent leurs petites économies. Donc, ils risquent d'abord, ils prennent tout leur temps, ils risquent leur argent pour un projet. Ça ne peut que motiver une personne qui a des moyens d'encourager ces jeunes-là. Aujourd'hui, combien de jeunes vous allez voir sur un projet qui acceptent de mettre de l'argent parce qu'il y a des projets pour les faire, il faut le minimum. Il faut par exemple une machine. On vous dit que la machine qui peut réaliser ce projet-là, si c'est un projet en 3D ou qui va nécessiter beaucoup de ressources, une machine peut coûter 1 500, 2 000. Peut-être qu'ils sont à 3. Ils vont cotiser. Ils achètent la machine. Chacun d'eux amène ce qu'il doit amener. Mais lorsqu'ils vont présenter le projet, ils vont expliquer, écoutez, notre projet, il est là, on avait commencé, on a donné autant, voilà ce qu'on fait. La personne qui vient accompagner le projet a quand même l'impression que c'est quelque chose d'organisé et que les gens croient en ce qu'ils font. Et en plus, ils doivent avoir la partie commerciale où ils doivent démontrer la force de leur projet. En termes de rentabilité, la personne qui sait que, bon, si on achète 100 000 nanga, dans 2 ans, si je prends des parts dans cette société, je vais gagner ça, je vais gagner ça, je vais gagner ça. Donc, il faut déjà savoir que nous avons un problème, c'est un problème d'égoïsme. Je viens de parler de l'impôt. Vous allez voir lorsqu'on va le lancer, parce qu'on travaillait sur cette loi-là hier. Le gouvernement nous a déposé un projet de loi concernant l'impôt sur les personnes physiques. J'ai même dit au ministre des Finances que les gens vont vraiment s'énerver, parce que ce sont des tranches de salaire. Hein. Donc, c'est encore un projet, c'est pas encore adopté, mais à titre indicatif, vous avez des tranches de 3%, 20%, 30% et 40% pour les revenus qui vont au-delà de 40 millions de francs congolais. Non, ça c'est l'IPR, ça c'est autre chose. Voilà, vous voyez comment vous réagissez. Donc l'IPR, c'est retenu à la source, mais maintenant vous devez faire des déclarations d'impôts comme on fait partout. Dans 2 ans, on devra faire des déclarations d'impôts, c'est-à-dire que tout ce que tu as gagné toi au cours d'une année, tu repayes à l'État. Tu achètes une maison par exemple à 10 000. Tu la revends à 15 000, donc tu as gagné 5 000, mais tu n'es pas commerçant. Sur les 5 000 que tu dois gagner, tu dois reverser un pourcentage à l'État. C'est comme ça que l'État devient puissant. Lorsque tous les citoyens s'engagent à renforcer l'État. Donc, ce que je dis, c'est ceci, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de jeter la pierre. Parce que c'est tous les Congolais qui sont devenus comme ça. Lorsqu'il a de l'argent, il préfère défier les gens. Lorsqu'il a de l'argent, il préfère que les gens comprennent qu'il a de l'argent. Mais c'est de l'argent avec lequel le plus gros investissement qui est connu à Kinshasa, les gens construisent des maisons, ils font des appartements et puis les gens vont habiter. Les gens sont sûrs des investissements immobiliers, mais vous savez, un investissement immobilier, c'est pas très rentable. Hein. Les plus riches de ce monde n'ont pas investi dans l'immobilier. Parce que bon, après, il y a des crises, il y a des érosions, il y a des pluies, il y a des locataires qui payent pas. Voilà. Mais une usine de fabrication, regardez Beltesco, pourquoi les Indiens ne partent pas? Ils ont Robank ici, se sont même installés. Vous avez vu sur Justice le siège qu'ils ont fait. Tous les étrangers qui viennent ici, Ecobank et tout ça, vous voyez les sièges qu'ils font à Kinshasa? Parce qu'ils brassent beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'opportunités. Donc, lorsqu'on est dans le business, on est dans la fabrication, dans l'industrialisation, l'argent tourne plus vite. Mais les Congolais ne veulent jamais mettre de l'argent ensemble.
Prenez juste la liste tarot des gens qui sont ici, demandez-leur de faire une société. Même on a $100, on peut pas 100, au moins on peut ça. Parce que les gens ont ça dans l'esprit, c'est-à-dire que le risque, ils ne veulent pas des risques collectifs. Il va t'encourager à risquer, et puis il va te dire, il veut voir comment ça va fonctionner avec toi. Et le jour que ça va fonctionner avec toi, au lieu de venir pour que vous travaillez ensemble, il va copier ce que tu fais, il va faire ça dans son coin. Alors que voilà, lorsque vous avez un réseau de 10 personnes qui ont risqué de l'argent, ce qui se passe, c'est quoi? Ça veut dire que votre réseau personnel est multiplié par 10. Parce que chacune des personnes, si on parle d'une boutique par exemple, vous êtes à 10, n'est-ce pas? Mais chacun a une famille. Donc chacun va dire aux gens de sa famille, allez acheter ce que vous devez acheter dans ma boutique. Et donc ça va faire 100 familles. Ou 100 personnes. 10 par famille, ça fait 100 personnes. Mais lorsque vous êtes seul et que vous mettez $1000, si vous devez appeler les gens de votre famille, ben, il n'y aura que les 10 personnes qui viendront. Sauf que vous avez risqué 1000 et vous pouvez perdre les 1000. Or, si vous avez 1000 et que vous risquez 100 et que vous faites une société à $1000, ça veut dire que même si cette société-là tombe en faillite, vous êtes capable de la refaire. Chacun remet encore $100 et la société va continuer. Mais quand vous préférez rester seul pour gagner beaucoup, lorsque vous êtes en faillite, vous êtes vraiment en faillite. C'est comme ça que les sociétés en Occident ne tombent presque jamais. En tout cas, des gros groupes comme les Mercedes et tout ça, parce qu'ils ont des conseils d'administration, des assemblées générales. Il y a toujours des possibilités de recapitalisation. On recapitalise l'entreprise. Lorsqu'il y a une grosse difficulté, les gens prennent l'argent et ils remettent parce qu'ils sont nombreux, au fait. Mais nous ne sommes pas capables. Donc, apprenons d'abord, avant de dire que les dirigeants sont des fautifs, les autorités font mal des choses. Apprenons d'abord vous-même à faire des sociétés entre vous. Tout le monde a. Société pénale, établissement, bien SRL, il y a 3 jeunes Moroboé, ça là. Vous venez ici, chaîne, ça la promotion, gratuit. Vous venez ici, on a créé notre société, voilà ce qu'on. T'aurais ça un reportage. Même si c'est une société qui a un petit capital, c'est cette culture-là que vous n'avez pas. Et quand vous aurez cette culture-là, vous serez en même de. Parce que les politiciens, c'est la vieille école, hein. C'est la vieille école. Être riche, c'est avoir 3-4 villas, 5 voitures. C'est ça la définition de la richesse chez nous. Il y a très peu qui font le commerce. Bon, il y a un peu l'EDIA, mais. Voilà, c'est l'import-export, mais vraiment des gens qui ont des compagnies, qui sont à Koufi compagnie et continuer dans le Congo Ezate. Ici, je ne souhaite pas, mais je connais toutes les gens qui ont quand même des moyens. Si elles meurent, ça sera une bagarre dans la famille parce qu'elles ont 50 enfants. Bitumba, Babandigo, Tekaba, Tekiba. On a connu beaucoup de familles ici. Je ne vais pas citer les noms, c'est quand même indécent. La Kokabola Bilo, et puis Société PCNini et Koufi. Pourquoi? Parce que ça appartient à une famille, ça appartient à un individu. Mais si c'est une société qui appartient à plusieurs personnes, ceux qui la société va continuer. Donc, c'est de cela qu'il s'agit, un problème de confiance interpersonnelle entre nous les Congolais. On se méfie, un problème d'égoïsme, mais ça n'a rien à voir avec... Enfin, pas rien à voir, mais ce n'est pas que les politiciens ou les autorités qu'il faut condamner. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je commencerai avant tout par me présenter. Surtout que c'est pour moi une première fois de prendre part à cette émission. Je me nomme Dani Mukendika Tumba, actuellement étudiant à l'Université de Kinshasa, mais précisément dans la faculté des sciences économiques et de gestion. L2, donc l'année terminale déjà. Alors, je voulais, avant d'aborder la question qui nous est posée, essayer un peu d'apporter une lumière par rapport à ce que vient de dire l'honorable, à ce qui concerne le SAR, les autres SA, par rapport aux jeunes que nous sommes. Déjà, il y a des jeunes qui évoluent dans ça. D'ailleurs, moi, je suis aussi en train de travailler sur un projet qui consistera à gérer et transformer les déchets. Donc, les déchets biodégradables et en compost. Donc, je suis en train de travailler avec une équipe. Et aussi, j'ai participé à une session de formation qui consiste aussi à mettre en place un plan d'affaires qui va remplir toutes les conditions nécessaires pour, bien sûr, à la fin, recevoir soit un financement, si soit il y en aura. Mais même si on ne dispose pas de financement pour nous, nous essayerons avec nos petits moyens, nos maigres moyens, à mettre en exergue ces projets. En ce qui concerne la question qui nous a été posée sur la RDC qui demeure jusqu'à ce jour victime de ses propres ressources naturelles, j'ai entendu ici mes prédécesseurs se pencher plus sur l'aspect agression et autres.
Mais moi, je souhaite beaucoup plus marcher dans une autre logique, bien que nous garderons sûrement le même fond. Mais moi, je voulais un peu plus évoquer l'aspect hypocrisie en quelque sorte, des fils et filles de ces pays, qui est aussi à la base de cette insécurité qui gangrène la population de l'Est, ou encore qui expose nos matières premières. Il sera mieux ici déjà de signaler que nous ne sommes pas le seul pays à avoir plusieurs richesses. Nous ne sommes pas le premier. Je ne sais pas si mes recherches d'hier m'ont trahi, mais selon ce que j'avais mené comme recherche hier, il s'y est de noter que nous sommes 4e sur la liste. Il y a le Nigeria qui est en première position, il y a le Botswana qui a une quantité assez exagérée de diamants, je crois 35%, et il y a l'Afrique du Sud qui a une grande quantité de chrome qu'il produit chez lui, et nous venons en 4e position avec comme 34% de diamants que nous produisons ici en interne. Donc, je ne sais pas si mes recherches vont me trahir, mais seulement je me pose la question de savoir, honorable, je crois que ce serait mieux que vous puissiez au moins éclairer notre lanterne, question justement de revigorer la lanterne de plusieurs ici quant à cette question. Pourquoi seulement nous? Est-ce que c'est une mauvaise foi de gens qui nous dirigent, ou bien il y a eu au préalable des accords qui ont été signés, ou bien je sais pas, est-ce que c'est pourquoi c'est seulement nous qui subissons cette agression, cette attaque? Pourquoi? Parce que je venais de l'énumérer, il y a le Nigeria qui est en première position. Pourquoi eux au moins ils réussissent à capitaliser leurs ressources, à les exploiter même, et à ensuite les exporter? Mais nous n'arrivons pas, nous sommes toujours là en train de se plaindre, en train de pleurer. Je ne sais pas si on s'est dit, ou bien on attend que Jésus revienne pour que lui-même nous aide à profiter ou à bénéficier de ces ressources. Donc, ce sont des questions que nous nous posons. Alors, je crois que au fur et à mesure que nous allons avancer avec les débats, nous essayerons d'ajouter d'autres éléments. Mais pour le moment, on peut d'abord s'arrêter là et écouter ce qui sera comme peut-être réaction de votre part. Et ensuite, nous aurons assez de lumière pour avancer. La question que vous posez, c'est pourquoi nous? Et moi, je peux vous dire que c'est une question qu'on ne devrait pas se poser. Parce qu'on pourrait nous poser la question de savoir pourquoi ça ne serait pas nous. Si aujourd'hui, au sortir de cette émission, vous arrivez sur la grande route, vous voyez un très grand magasin qui est ouvert, et vous voyez des gens entrer dans ce magasin, prendre des histoires et sortir sans être inquiétés et sans payer. Vous allez voir tellement de monde que vous allez d'abord poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? On vous dit, t'es magasin à au quotidien aux huit. Mais vous allez entrer aux huit, et puis au tout dans Maramboussima, pour moi, le magasin, ok, aux huit, non. Après les recommandants pour retourner, on a compris tout dit qu'on a un magasin toujours biloko. Ah, les équipes n'y a pas, les équipes des bois, mais aujourd'hui déjà locaux au Bimi. Pourquoi? Parce que les portes sont ouvertes. Là où il y a des ressources, ça c'est un comportement humain. Les humains sont des prédateurs. Le Rwanda a un problème de densité en apprenant la terre. Parce que la densité du Rwanda est très élevée, le pays est petit, mais ça ne fait que gonfler. Bah, on n'a pas poussé à côté de la densité de l'Égypte. Vous savez, l'Égypte est sur le Nil, hein. Et le Rwanda aussi a cette difficulté-là. Il y a la difficulté des terres. Ils ont un souci de puissance. Kagame, c'est un homme Tutsi qui gère des Hutus qui sont à 90%. Et pour réaliser cet exercice, il a besoin de puissance. Beaucoup de puissance financière pour s'imposer. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Trésor Kaloum. Je suis ressortissant de l'IPEN. Alors, déjà, de par les sujets qui nous a été donné sur la République démocratique du Congo, victime de ses ressources,
Moi, je vais encore beaucoup plus aborder sur l'angle purement politique, en essayant d'analyser pourquoi la République démocratique du Congo doit toujours demeurer victime de ses ressources. En premier lieu, il faudrait d'abord rappeler à tous, parmi les éléments de puissance d'un État, là, on est en train de parler sur déjà la présence d'un territoire, la population. Il y en a encore la géographie, ou sinon encore, on peut encore ajouter les ressources naturelles, qui fait aussi partie parmi les éléments de puissance d'un État. Est-ce la RDC demeurerait toujours victime de ces ressources naturelles, ou soit il faudrait encore penser autrement pour que la RDC puisse au moins avoir cette puissance parmi les États puissants de la région, pourquoi pas de l'Afrique, voire même du monde entier. La RDC est victime de ces ressources parce que, premièrement d'abord, ce que moi je suis en train de penser, c'est il faudrait d'abord avoir un bon leadership. Déjà, lorsque nous avons un bon leadership, je ne pense pas que la RDC serait toujours victime de ces ressources. En tout cas, j'ai aimé l'intervention de l'honorable qui a parlé sur... il a donné un exemple d'une boutique. Si une boutique est ouverte et qu'il voit tout le monde entrer et récupérer les marchandises, il y aurait des questions qui auraient se poser. Est-ce que cette boutique est sécurisée ou pas? C'est-à-dire, en amont, je pourrais comprendre que la RDC pouvait très bien d'abord prendre ses précautions pour que ça ne puisse pas toujours demeurer victime de ces ressources. Parce qu'on doit avoir les ressources, il y a les ressources naturelles, il y a les coltans, les cobaltes, il y a l'or, le diamant et j'en passe les meilleurs, il y a aussi l'eau. Mais aussi, est-ce que la RDC a la capacité soit de prendre ces ressources, de transformer pour les rendre en richesse? Nous avons des ressources. Est-ce que nous les transformons, ces ressources? C'est-à-dire, d'une part, nous avons besoin d'un bon leadership pour que ces ressources soient au moins, pour que la RDC ne puisse pas aussi continuer toujours à être victime de ces ressources. C'est-à-dire que nous devrons bien prendre, nous devrions au moins avoir comment sécuriser nos frontières, nous devrons au moins savoir comment prendre au moins nos responsabilités en main pour que nous ne puissions pas toujours demeurer victimes de nos ressources naturelles. Alors, j'aurais quelques questions à poser à notre honorable pour savoir, étant donné qu'il est parmi les législateurs de l'Assemblée nationale, il siège, j'ose croire qu'il y a des commissions qui sont, n'est-ce pas, à la question pour savoir, n'est-ce pas, privilégier ou sinon sauvegarder nos ressources naturelles. Alors, ma préoccupation serait de savoir quels sont les mécanismes dont l'Assemblée nationale ou sinon les législateurs mettent en place pour pouvoir au moins, n'est-ce pas, sauvegarder ou sinon garantir, au moins encore protéger nos ressources naturelles. C'est ça ma préoccupation que j'aimerais avoir des réponses par rapport à nos... Ça, on passe de l'autre côté, on ramasse comme il ne reste pas beaucoup de temps. D'accord. Merci beaucoup. Je salue à tout le monde. Parlez un peu plus fort. Hein. Moi, c'est Armand Kamba, étudiant à Révérend Kim, 24. Ma question, c'est que je vois pour participer à l'émission, tout à fait que nous sommes combattus pour avoir ce que nous possédons comme richesse, tout ce que nous possédons comme bien que Dieu nous a donné. Je me demande de moi-même, est-ce que on a demandé à Dieu de nous donner ce que nous possédons aujourd'hui ou Dieu lui-même a choisi? Là, je serai du côté de mon frère qui a parlé aussi. C'est Dieu qui nous a donné tout ce que nous possédons. Ça devient comme un problème par tout le monde. Congolais est mal aimé partout. Congolais est attaqué. Des fois, je me demande aussi, nos autorités ne sont pas capables de s'élever pour parler à notre place. Parce que l'autorité, ce sont comme de nos parents. Ce sont comme nos parents qui pourront nous défendre jour et nuit. Mais nous voyons aussi nos frères de l'autre côté, à l'extérieur du pays, ils souffrent, mal aimés. Si je peux même évoquer l'exemple
de l'arbitrage football. Il y a du compte qui se font de parti pris de l'arbitre. Il n'y a personne qui s'élève pour parler. Nos frères sont massacrés, nos sœurs sont violées, nos mamans de même. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un main noire qui fait que nos autorités ne puissent pas parler ou comment? C'est qui la question. Madame. Merci beaucoup pour la parole accordée. Au fait, honorablement, j'aimerais savoir pourquoi jusqu'à ce jour, la RDC n'est pas toujours capable de profiter pleinement de ses ressources. Nous sommes plus en train de nous plaindre qu'on est en train de nous agresser pour ce que nous possédons, alors que jusqu'à ce jour-ci, c'est pratiquement impossible que nous profitions de ces ressources que nous possédons. Si déjà à ce jour, nous avons le lac Albert, si je ne me trompe pas, qui est le plus poissonneux du monde, si je ne me trompe pas. Et on est même incapable de pouvoir pêcher ces poissons. On entend aujourd'hui, on nous dit, il y a même des poissons qui ont grandi, qui ont tellement grandi, qui sont en train de vieillir parce que jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais été pêchés. Alors que il faut toujours qu'on recourt à la Namibie pour avoir du chinchard et tout ça. Et aussi, l'uranium que contient la RDC sert à d'autres pays, à la fabrication des bombes atomiques et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi jusqu'à ce jour, il y a toujours une incapacité de pouvoir exploiter nos propres ressources, à pouvoir profiter de cela? Cela est dû à quoi? À la mauvaise volonté des dirigeants politiques et aussi pour mettre fin à ce qui se passe avec le Rwanda. Faudrait-il négocier avec eux ou carrément leur dire non, leur refuser l'accès à nos ressources et leur faire la guerre, étant donné que nous-mêmes, à qui ces ressources appartiennent, nous sommes peut-être pas capables de pouvoir les utiliser comme il faut. C'est une question d'inconscience ou quoi? C'est ce que j'aimerais savoir. Oui, en fait, lorsque nous critiquons, nous devons aussi proposer quelque chose. Parce qu'on ne peut pas seulement se limiter de critiquer, analyser et sans proposition. Alors, moi, j'interviens maintenant pour faire quelques propositions. Mais vous allez vraiment m'excuser parce que ma proposition va choquer beaucoup de personnes ici. Je pense même ceux qui vont nous suivre aussi. Ma proposition va les choquer. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est une proposition que je vais le faire sans sentiment. Et c'est une proposition que je vais le faire vraiment parce que je suis patriote. Et je veux les bonheurs de ces pays. Et je veux que ces pays deviennent un État hégémon de l'Afrique. Et pourquoi pas du monde? Nous avons connu des Roms, la Grèce, l'Égypte antique. Aujourd'hui, les États-Unis. Et pourquoi pas la RDC? Alors, c'est quoi ma proposition? Pour que la RDC ne soit plus victime de ses propres ressources naturelles, il faut conscientiser les Congolais. Comment conscientiser les Congolais? En fermant toutes les églises dans ces pays. Nous devons reformater le système éducatif que les Belges nous ont amené ici et qui nous rend aujourd'hui aliénés. Pourquoi je dis cela? Parce que les Congolais pensent que non, les ressources naturelles, c'est Dieu qui nous a donné ça. Ce n'est pas un fait naturel. Ouais, c'est Dieu qui nous a donné ça, oui. Pourquoi on pense cela? Parce que les Congolais rapportent tout ça à Dieu. Tout dans notre vie nous rapporte que Dieu. Est-ce que Dieu viendra prendre les armes pour se battre pour nous? Non. Est-ce que Dieu viendra pour créer des technologies à notre place? Non. Est-ce que Dieu viendra transformer les ressources à notre place? Non. Est-ce que Dieu viendra créer des téléphones à notre place? Non. Est-ce que Dieu viendra aujourd'hui parler à notre place? Non. Dieu a déjà jeté la manne. Il ne jettera plus de manne. Nous devons travailler nous-mêmes. Et pour arriver, il faut fermer les églises. Les églises nous rendent aujourd'hui aliénés. Nos églises nous rendent aujourd'hui amorphes, apathiques. Nous devons fermer les églises, réformer notre système éducatif, jeter les éducations des Belges. Aujourd'hui, les Belges nous forment pour faire quoi? J'étudie pendant 18 ans pour faire ce qu'on appelle demande d'emploi. J'ai l'honneur de venir auprès de votre haute autorité, solliciter c'est dont l'objet est réputé en marge. Je l'ai fait. Après, vous me demandez 5 ans d'expérience, mais je vais à peine déterminer. J'aurai l'expérience où? C'est l'éducation que les Belges nous ont rendue aujourd'hui qui nous rend aliénés. Aujourd'hui, à l'école, nous en prend manganèse, diamant, tout ça. Mais je ne l'ai jamais palpé, je ne l'ai jamais vu. Pourquoi? C'est le système que les Belges nous ont amené. Il faut bloquer les matières. Vous bloquez, après vous commencez à réciter. Les états du monde, pays, géographie, capitale, tout ça. Mais pour en faire quoi? Nous avons besoin d'une éducation transformatrice. D'où nous prenons nos matières, nous les transformons. Fermons les églises, chers législateurs. Fermons les églises,
fermons des boîtes de nuit, fermons des bars, fermons toutes ces discothèques-là, travaillons, conscientisons les Congolais parce que nous aurons besoin d'être puissants. Merci. D'accord. Madame, vous avez posé un problème et je reviendrai sur ce que je dis. Ça veut dire aujourd'hui, il faut savoir que le pouvoir est dans la rue, dans le sens où les institutions sont créées par des concitoyens. En commençant par la première institution qui est la présidence de la République. Le président de la République, qui est une institution, est élu au suffrage universel. Et il a été choisi par les Congolais. La deuxième institution, c'est le Parlement. Le Parlement est une institution dont les membres sont élus au suffrage universel direct, suivant les circonscriptions. Et aujourd'hui, nous avons un Parlement de 500 membres. Donc nous avons des députés nationaux. Et puis vous avez le Sénat. Le Sénat, ce sont les députés provinciaux qui élisent les sénateurs. Je vous parle de votre pays pour que vous compreniez qu'à tous les niveaux du pouvoir, la population intervient. Maintenant, la question est de savoir, vous choisissez qui? Parce que les personnes qui sont habilitées à prendre les décisions pour vous, en votre faveur, à résoudre les questions ou les problèmes que vous posez, sont les personnes que vous allez désigner. Dites-moi comment vous comportez-vous pendant les campagnes électorales. Regardez une campagne électorale. Il suffit de voir une campagne électorale dans un pays pour comprendre que ces gens sont sérieux ou ces gens ne sont pas sérieux. Vous avez une campagne électorale, on dit papa social. Vous pensez que à papa social a revendre dans la messe de Vandi Boye, le baba français, belé, commence à réfléchir, légiférer, tout ça, où il va chercher l'argent pour continuer son rôle de papa social. Quand il sera au Parlement, si vous l'avez élu sur cette base-là, parce qu'à Kabaranaye, la seule hantise qu'il aura, c'est d'avoir les moyens de refaire la même chose. Parce qu'il sait que ses électeurs ont besoin de lui dans le quartier pour cela. Donc, il ne faut pas singulariser la situation. Il faut savoir que si nous voulons avoir des résultats, il faut des bonnes institutions. Et pour que nous ayons des bonnes institutions, il faut que les gens deviennent sérieux. Parce que le pouvoir est dans la rue. Ça veut dire que le pouvoir se construit na balabala. La plus petite avenue que vous voyez là, balabala Moramou, qui a une portion de pouvoir. Elle va dire le président de la République, elle va dire le député, elle va dire. Donc, maman Terangou Bawana, il faut comme sérieuse. Elle ne va pas dire, ah, mon Kassinangaï. Dès lors qu'elle dit ça, ceux qui m'ont cassiné à Zoba, Zoba en a au côté d'un Parlement. Mais ne demandez pas ce Zoba-là au Parlement de résoudre les problèmes que vous posez. Suivez la qualité des débats à la télévision. Suivez la qualité des débats à la télévision. Moi, quand j'étais aussi porte-parole, mais j'ai chaque fois eu l'impression que maintenant, plus on avance, plus, et comme il est léger, toujours qu'il y a des cas bongo, on a dans plateau bazar au fingana, bololé, zoba, au lieu qu'il m'boit tongo. Vous voyez un peu. Donc, ce que je vous dis, c'est que nous avons la responsabilité, en tant que Congolais, en tant qu'électeurs, de participer à la solution. C'est-à-dire, quel type de dirigeant, quel type de représentant je vais choisir pour qu'il soit à la hauteur des défis que nous impose le pays. La convoitise qu'il y a la richesse Nabiso, et aussi un certain niveau de sérieux. Que ce soit dans l'autorité, dans le service judiciaire Nabiso, dans l'armée Nabiso, et aussi un minimum de sérieux. Pour qu'aujourd'hui l'armée soit bien encadrée, c'est aussi les politiques. L'année passée, il y a eu 422 millions qui ont été sortis. Mais il faut un bon ministre de la Défense, il faut des moyens, il faut recycler l'armée, il faut que les militaires soient bien payés, qu'ils soient motivés. Tout ça, ça va être pensé par qui? Ça ne va pas être pensé par les Monankasi, à Kondé-l'Arabie Sobi-Bembe. C'est pas leur travail. Dans des sociétés normales, vous avez des mécènes qui ont des ONG pour faire ce genre de choses. Et ces ONG-là soutiennent des politiciens de profession. Nous, on fait l'inverse, c'est-à-dire au lieu, Moutoua Salaka, don et tout ça, à soutenir un politicien de métier, de sorte que les lots, à Lukunga, par exemple, en 2018, je sais qu'on aura plus de 1000 candidats.
Tout le monde, on appelle Banamora Miké. Il est candidat Banamora Miké. Donc, il y a sentiment. Les gens facile. Je serai député provincial, député national. Voilà, 21 000 $. Donc, les gens facile. Tout le monde veut devenir. Mais si tout le monde devient, c'est ce tout le monde-là au gouvernement qui va dégager une majorité parlementaire, qui va aussi vous sortir un premier ministre, tout le monde. Et vous allez faire un mauvais choix à la présidentielle. Et ainsi de suite. Et le lendemain, vous allez venir vous dire, mais qu'est-ce que nous devons faire pour que ce pays... Mais vous vous posez des questions alors que lorsque vous aviez une partie de la solution, une infime partie du pouvoir à transmettre, vous ne vous êtes pas posé les bonnes questions. Au tiki sentiment polo, au tiki sentiment yaboé, sentiment yaboé, c'est l'Arabie saoudite, la quartier nabiso, yata butu, surtout que kuna yambabiso, yata nengeni, yatika rabiso te, yaza papa nabiso, voilà. Les gens continuent à chercher des papas et des mamans, même à l'âge adulte. Papa, maman, papa. Donc, en résumé, le tout part de l'intelligence que nous allons mettre dans plusieurs domaines de la vie publique, dans plusieurs secteurs. Le secteur sécuritaire, mais aussi des secteurs élémentaires comme la vie au quotidien, la culture. Vous savez, la culture, comme je vous l'ai dit, ça peut paraître banal, mais j'ai toujours dit que lorsqu'un enfant écoute une chanson à 14-15 ans, à Yoki, un musicien, à Yembi, 20 personnes, et qu'à Luki, à vie à 20 personnes, à constater que un grand prêtre, mais la société a zaté, il ne rend pas de service à la nation, un grand prêtre. C'est-à-dire, il aura tendance à croire que dans la vie, sur il suffit aujourd'hui de dire, bon, écoutez, on censure, si vous voulez faire votre œuvre artistique, et surtout pas les autorités. Pour rechanger même on va commencer à s'intéresser à ce qui est dit dans la chanson. Aujourd'hui, remarquez, dans une chanson de 4 à 5 minutes, il y a au moins 50 noms. Et on vit comme ça avec du cul de la personnalité. Donc, il voulait pas me dire qu'il y a Babouaki qui est. Alors, c'est la toujours musique. Donc, au fait, au moins, on soit dans les bangas, ils ont rendu. Mais il n'y a rien. Azeka na libakuna 8 000 $, à payer musicien, ou bien ça c'est mec qui est musicien parce que copie d'un musicien, moi, au hasard. Au bout d'un album, à bois qui peut être 5 fois. Et c'est ça le modèle de la société que nous construisons. Donc, il y a des choses élémentaires qu'il faut transformer. Il y a la troisième des choses aussi, c'est l'engagement. On va faire l'impôt sur les personnes physiques, ça va donner plus de moyens à l'État, mais l'engagement et la responsabilité veut aussi que les Congolais commencent à se mettre ensemble pour créer de la richesse. Plus vous êtes nombreux, moins vous risquez. Et plus vous avez la possibilité de recapitaliser votre entreprise si, par exemple, Ecoin a failli tout, parce que vous avez peu risqué. Ce que je bon l'oignon sur 2000, au chaîne activité, mon gros, 2000 écueils. Mais ce que je 2000, au long, on lit 100, au chaîne activité, et puis vous avez 50, stopé, vous avez 100 personnes. Vous avez 100, et comme on a mon capital à 10 000, vous avez des sociétés à 10 000 $. Ceux qui sont bien, non, il faut te mettre sa capital, mais surtout sur ma marchandise, au bimisi sous 2000, au tché ou en abatou, au bimisi 2000, et comme il capital à 100 000. Vous avez 10 000, hein, au tché na 8 000 à mabo. Ça tourne. Et puis, et bandi au vimba, et toi, tu peux investir dans 3-4 projets. Mais si nous n'apprenons pas à le faire avec le peu que nous avons, n'attendez pas de l'État. Parce que l'État, demain, ce sera vous. Parce que des fois, vous dites les autorités, toi, on a petit monsieur Mickey, le Parlement, hein, de votre âge et tout ça. Papa, là, on va député, on va suppléant, et puis, tu as un comité. Honorable, il faut bien qu'il y ait bon, parce que c'est le respect. Mais à un jeune, donc, ça veut dire que vous avez toutes ces possibilités-là. Il n'y a pas d'un côté des bonnes personnes, de l'autre côté des mauvaises. Il n'y a pas des autorités qui doivent faire des choses parce qu'il y aurait des personnes qui doivent simplement bénéficier. Il y a un effort collectif et la responsabilité au plus bas de l'étage, c'est-à-dire au niveau de la maman qui vend son pain. L'air de campagne est bandit. Moi, maman latine polonais est bien. Kende côté, pas lui dire le nom du candidat il faut voter, parce que ça, c'est votre préférence. Mais lui rappeler au moins pourquoi elle vote un candidat. Que les gens, au moins, se posent cette question. J'essaie de proposer que dans une campagne cadeau et zalaté,
pour que les gens se défendent sur base d'idées. Bien, mais wololinga na salle. C'est-à-dire que les gens aiment la facilité, au solo la tête, donc cadeau, tout ça. Or, le jour où on ça cadeau dans une campagne électorale, tu peux politique. Pour aux alata, maman, hôtel abino, tout ça, papa, moi, baloso, maman, pour tes alliés, papa, non. Pas là, au cas où il y a un ça, ça l'a pas. Pas de autono, ba question. Ce Jojo, ba mounio, ça va. Pas voter. Ce mouni, goza kiloté. Comment on a parlé, maman, il y a moi bien. Donc, je vais terminer par là. Je crois que c'est cela. On peut épiloguer sur le fait de stigmatiser la responsabilité au niveau collectif. De savoir qu'aujourd'hui, peu importe ce que nous dirons, nous devons d'abord défendre notre territoire avec les moyens du bord, essayer d'améliorer l'organisation et les en place. Espérons qu'avec le nouveau ministre de la Défense, on pourra avoir des résultats. Mais pour l'avenir qui est proche, cette année, on aura des élections, que chacun de vous, quand vous voulez lire quelqu'un, il faut vraiment vous poser la question de savoir pourquoi vous allez le faire. Ça n'a rien à voir avec l'amitié, ça n'a rien à voir avec la fraternité, tout ça. Si nous bannissons tout cela et que nous considérons ce que nous pensons, la présomption, il y a la capacité à Moutou. Si nous votons ne serait-ce que pour ça, nous aurons des institutions de qualité et nous aurons des gouvernements de qualité. Et ensuite, les problèmes seront résolus. En tout cas, mieux traités que le sont maintenant. Au moment là, il y a 7 personnes, 6 personnes, il y a payant au pays voisin, il y a des autorités provinciales au là qui peuvent faire cette course-là sans problème. Hein? C'est-à-dire aujourd'hui, même gouverneur à Luala, on a encore quitté la Zambie, ou bien le ministre provincial, parce que c'est une crise qui frappe de ce côté-là. Je suis de l'Union sacrée, mais c'est mon analyse, je vous le dis. À Kenya, en Zambie, on a solo là bateau. Mais pourquoi on doit faire déplacer 7 ministres nationaux? C'est quoi ça comme... D'abord, ça coûte cher pour rien, parce que il ne faut pas prendre l'avion. Ils vont prendre des jeeps, ils vont ici, ici, puis ils reviennent. Donc, tout ça, ce sont des choix. Et comme je vous le dis, nous sommes tous co-responsables de ce pays. Le pays nous appartient à tous. Et arrêtons de nous stigmatiser les uns et les autres. Jugeons-nous d'abord nous-mêmes, ce que nous sommes capables de faire, ce que nous pouvons faire. Et ensuite, on verra bien ce que ça va donner sur l'ensemble du pays. Donc, je remercie tout le monde d'avoir participé à cette discussion en 2 temps, parce qu'on est en train de chuter, on a fini. Bon, j'espère qu'il y aura des discussions encore plus intéressantes. On est en train de préparer une conférence grand format. J'attends quelques détails pour peaufiner les réglages. Et alors, en ce moment-là, on pourra avoir beaucoup plus d'étudiants et faire peut-être une conférence de 2 heures du temps. Il y aura vraiment la place aux questions, aux interventions. Bon, après, si il y a des gens parmi vous qui ont honte quand il y a la foule, bon, j'espère que ça va bien se passer. Mais il faudra vous lever et poser des questions et essayer de mobiliser un maximum de personnes, parce que je crois que cette affaire, Laurent Nabilona Ipenlobi Bombele est président de la République. Golobine que Bafré Mati, hein, c'était ça, hein? Oui, je peux répondre à cette question? La grève, oui. Mais si vous ne payez pas les toilettes, même en Europe, on paye. Il faut payer. Donc voilà, au moins vous avez des homes qui ressemblent à des hommes universitaires. Après, pour ces questions-là, on va voir avec les ministres concernés, notamment Nzangi et le ministre des Finances. Mais je crois qu'on a eu beaucoup de difficultés le premier trimestre ici. Et comme aussi là, les échéances, les IBP vont être payés. Il y aura un rééquilibrage et je crois que ces questions-là seront réglées. Il n'y aura pas de grève. Ils vont continuer à enseigner. Donc, merci pour votre participation et c'est vendredi aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end. Madame. Aussi longtemps que la République démocratique du Congo sera victime de ses ressources, ce sujet, nous en parlerons certainement d'une manière ou d'une autre. Mais pour cette fois-ci, au moins, nous clôturons. Si vous êtes intéressé à participer à cette émission, contactez-nous au 081 97 99 640. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.